Christian Soleil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Alors, on va parler aujourd'hui d'un livre. Vous venez de sortir un livre, Ce que c'est d'être roi. J'imagine que vous parlez de votre aventure En Marche en 2017. Alors disons que j'ai puisé mon inspiration dans cette expérience très drôle que j'ai vécue pendant une petite année, un petit peu moins d'une année, pendant la campagne des présidentielles de 2017, où j'étais référent Loire de LREM, La République En Marche. Ça a été ma source d'inspiration. Au départ, j'avais envie d'écrire quelque chose de plus directement connecté à cette expérience. Et puis, il y avait tellement de médiocrité que j'avais pas envie d'écrire sur des sujets trop médiocres. Et alors, je me suis inspiré de ça pour faire un livre qui n'a vraiment plus rien à voir, qui est une espèce d'envolée, sinon lyrique, du moins une sorte d'hyperbole. On peut dire que vous vous êtes lâché? Je me suis lâché, je me suis amusé. Alors, je sais pas si c'est drôle, enfin, j'ai essayé d'y mettre de l'humour. Je pense qu'il y en a beaucoup, de différentes formes d'ailleurs. Et j'ai voulu écrire un livre qui soit une sorte de parabole ou d'hyperbole d'une campagne électorale présidentielle. Mais c'est totalement déconnecté, puisqu'en fait, il s'agit d'un... Alors, il y a, comme dans toute campagne électorale, un grand projet qui retombe en eau de boudin, comme tous les grands projets, comme tous les annonces de projets de loi, etc., quels que soient les partis au pouvoir. Et c'est un peu un roman qui essaye de caractériser un certain nombre de dérives de certaines manières de faire de la politique, qui ne sont pas les manières de tout le monde. Hein. Il y a encore heureusement des gens qui ne font pas que de la communication, qui font vraiment de la politique. Vous racontez ce que vous avez vécu, ou à travers ce que vous avez vécu, vous êtes parti un peu, j'allais dire, un peu dans l'imagination, dans l'humour. C'est complètement imaginaire et ça n'a presque rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors, si vous voulez que je vous raconte très rapidement le pitch du livre, hein, je ne vais pas raconter la fin, mais le pitch du livre, c'est un grand projet, on ne le comprend pas forcément tout de suite, mais on a un personnage principal qui va rencontrer des grandes personnalités, des hommes et des femmes illustres de l'histoire de l'humanité. À travers le temps. Hein. C'est pas un petit sujet alors. C'est pas un petit sujet, donc on passe par des grandes personnalités, alors c'est forcément subjectif, mais ça va de Charles Quint à Erasme. Donc on voit le personnage principal errer dans le temps et rencontrer dans des interviews, d'interviews télévisées, ces différents personnages, et qui cherchent à les entraîner dans un projet dont on ne sait pas exactement ce qu'il est. Et je ne vais pas vous le dire du coup, puisqu'il faudra lire le livre pour le savoir. Et cet immense projet donc, qui traverse l'histoire et la géographie va mener à un petit hôtel du côté de la place de la Bastille, où il s'agit de regrouper un comité de grands personnages historiques, grands hommes politiques si j'ose dire, Alexandre le Grand, Charles Quint, c'est un peu de la gueule quand même, ça fait rêver, mais aussi des personnalités intellectuelles ou artistiques. Qui ont... alors c'est un petit peu anachronique parce que l'idée de culture dans les dernières présidentielles était relativement absente, pour ne pas dire totalement absente. Voilà, il s'agit donc de constituer un comité de grands personnages de l'histoire de l'humanité pour aider un candidat à se hisser jusqu'à l'Élysée. En voyant le titre, j'avais l'impression que vous alliez parler de votre expérience de 2017 et de ce qui est un peu local, mais finalement, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous avez vécu en 2017. Si on part d'un sujet et puis qu'on en fait quelque chose de complètement fictif. Non, parce qu'effectivement, je suis arrivé un peu par hasard en 2017 dans la campagne. Je n'avais jamais fait de politique. J'avais soutenu des candidats sociodémocrates. Hein, j'étais un peu observateur de la politique locale. J'avais des relations amicales avec des socialistes, notamment. J'avais soutenu Maurice Vincent, j'avais soutenu Régis Juanico, des personnes avec qui je garde des relations sans doute un peu lointaines mais amicales, et encore aujourd'hui. Mais je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe, j'avais cliqué comme beaucoup de gens par curiosité, par souci social-démocrate sur Macron, qui semblait, enfin sur Macron, sur en tout cas son site internet, qui me semblait être... un exemple de social-libéralisme qui pouvait me convenir. Ça a un peu changé maintenant, évidemment, hein, mais je n'ai pas été entouré immédiatement dans la grande vague opportuniste qui amenait tout le monde au sein du parti de grands personnages historiques. Donc vous partiez de zéro, finalement? Ah, je partais pratiquement de zéro, oui, bien sûr. Je n'avais rien demandé et ça m'est tombé dessus par hasard. Est-ce qu'à la base, c'était une envie citoyenne? Les gens venaient par vraiment l'engagement citoyen? Ou alors il y avait déjà je ne vais pas dire ça, mais est-ce qu'il y avait déjà des petits calculs? Oh, il y avait beaucoup de militants. Alors au niveau des militants que je voyais, oui, il y avait voilà, j'ai vu des gens que j'avais croisés dans divers partis et qui parfois appartenaient
toujours assez divers partis, ce qui est quand même plus pratique, on peut se casser très vite. On a vu des mélenchonistes élus sous l'égide de Macron sans jamais avoir appartenu au parti. Enfin, il n'y a pas besoin d'appartenir à un parti. Enfin, on peut être très interchangeable, pas tout le monde, mais enfin, ça arrive. Mais les gens qui arrivaient, oui, les militants du départ étaient souvent des centristes modérés, des sociodémocrates, ou des socialistes qui ne l'étaient pas vraiment, ou qui avaient évolué, qui en avaient un petit peu marre du fonctionnement du parti socialiste, qui à l'évidence s'essoufflait un peu. On a été rejoint ensuite par des jupéistes. Donc là, ils étaient encore sans doute, il y avait beaucoup de gens sincères, des militants sincères qui croyaient qu'enfin ça allait bouger. Et puis qui étaient peut-être déçus d'avoir perdu aux primaires des Républicains aussi. Voilà, et puis petit à petit, plus on avance, plus il y a toujours un peu d'opportunisme dans les relations humaines, j'imagine, pour tout le monde. Mais plus on avance, plus, enfin je sais pas, dans 3-4 ans, ceux qui vont arriver, ce sera vraiment... il n'y aura plus que l'opportunisme. L'avantage de votre livre, c'est que vous êtes en pleine actualité, parce que les élections présidentielles viennent de se terminer, donc on revient un peu la même chose. S'il y a 5 ans, les nouveaux députés, c'était finalement des têtes qu'on ne connaissait pas, vous avez dû les voir arriver dans votre mouvement dans la Loire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va renouveler un peu les choses, ou alors maintenant on est dans le système et chacun tire ses cartes et avance ses pions? Alors, je ne veux pas parler que localement, parce que moi je faisais le lien avec Paris, j'ai vu plein de gens... autres, et localement, c'est peut-être pas le plus intéressant finalement. Mais j'ai vu beaucoup de gens... C'est ce que les gens du coin s'intéressent, quoi. Oui, non, mais je sais pas si les Parisiens ou les gens de Strasbourg, on va regarder notre site. Moi, je navigue pas mal avec, dans le sud de la France, où j'en ai vu d'autres. Effectivement, je pense que beaucoup des gens qui se sont engagés et qui ont voulu être élus, qui se sont présentés en tout cas, avaient vocation à faire bouger les choses. Beaucoup souhaitaient faire bouger les choses. Mais il y a aussi des gens qui... C'est quand même difficile de se lancer en politique quand on a un métier épanouissant, qu'on aime. L'abandonner, c'est pas forcément le retrouver facilement, notamment quand on est indépendant. Et puis il y a les codes de la politique. Voilà, il y a les codes de la politique qu'il faut connaître. Et puis, donc c'est pas du tout évident. Et il y avait aussi beaucoup de gens, mais c'est un petit peu normal, qui trouvaient une opportunité pour avoir des revenus un peu meilleurs. C'est aussi une des raisons. Oui, il y a toujours des multiples raisons. Elles peuvent être multiples en même temps. J'ai vu beaucoup de gens qui me semblent sincères, qui souhaitaient vraiment faire bouger les choses, notamment j'en ai croisé quelques-uns qui étaient plutôt de la branche, on va dire, de gauche, qui venaient plutôt de la gauche. Macron lui-même venait de la gauche, après tout. Et qui souhaitaient faire bouger les choses et qui pensaient que ça serait plus efficace avec un certain pragmatisme qui avait pu manquer à des hommes politiques avant. J'en ai revu pas mal, qui beaucoup étaient déçus, mais j'avais vu déjà pendant l'année, moi que j'ai suivi de la campagne, beaucoup des référents comme moi des différents départements qui avaient démissionné en masse. Très peu sont restés 1 an. C'est des gens qui étaient comme moi, qui n'avaient pas d'expérience, qui ne connaissaient pas les codes, qui ne savaient pas quand on vous affirme quelque chose, c'est que ça n'arrivera pas, et quand on vous dit que ça n'arrivera pas, c'est que ça va arriver. Il faut être dans la nuance. Voilà. Et puis qui, souvent, comme les référents étaient plutôt destinés à se présenter, moi j'avais dit que je ne voulais pas me présenter, je pense que beaucoup de gens ont cru qu'au contraire j'allais le faire, mais je ne savais pas qu'en disant que je n'allais pas me présenter, tout le monde penserait que je le ferais. Et je voulais être candidat à rien parce que j'avais déjà un job, des activités qui me faisaient plaisir. Et vous faites aujourd'hui partie des déçus ou des gens qui sont aussi dans la nuance, qui ont vu des choses évoluer en bien, peut-être en mal, qui ont une nouvelle réflexion? Alors de déçus, non, parce que j'étais pas, moi j'étais un peu critique. Ça se fait pas, mais moi j'étais un peu nuancé, et j'avais pas un esprit de militant. Comment dirais-je, il m'était difficile de penser que tout serait parfait. J'étais pas d'accord avec toutes les réformes, mais je le disais, donc ça se faisait pas, mais bon. Et il y avait des éléments sur lesquels j'étais critique. J'ai dit un jour à Macron en entretien que j'étais d'accord avec 70% de son programme. C'était pas le sien, puisqu'il avait été co-construit par l'ensemble des citoyens de tout le pays. Vous savez. Ce qui veut dire que vous l'avez rencontré à plusieurs fois? Oui, quand j'allais à Paris, ça m'est arrivé en tant que référent, quoi. C'était des entretiens très rapides. Et donc je dirais que je suis toujours en phase avec le programme de 2017 pour beaucoup d'éléments. Que beaucoup des réformes annoncées n'aient pas pu être faites, c'est parce qu'il y avait une crise, comme au préalable. Hollande avait eu une crise qui ne lui a pas permis, ou Sarkozy avec une crise. On peut dire qu'il y a eu 5 ans compliqués quand même. Il y a toujours, bien sûr. Notamment avec le Covid, si on est je pense qu'il faudrait, pour être intelligent, ne pas faire de programme, puisque de toute façon, il y a toujours des crises. Moi, je pense qu'il devrait lancer des lignes, mais pas faire des promesses. Parce que Mitterrand avait fait dans sa lettre aux Français. Oui, finalement, il en avait fait 101, je crois. Et puis un programme, c'était 110 propositions, il en appliquait 93. Mais c'est un petit peu... Voilà, il y avait des choses qui étaient annoncées, qui me convenaient.
Ce qui est annoncé nouvellement me convient moins. C'est très différent. C'est pas les mêmes idées. La retraite à points, c'était intéressant pour moi. La retraite à 65 ans, je sais pas ce que ça veut dire, par exemple. Donc c'est très différent. C'est difficile d'être en phase à 5 ans près, forcément avec le même candidat, puisqu'il a changé sur beaucoup de points. Et je ne veux pas faire de politique parce que c'est pas mon rôle, mais moi je suis toujours étonné de cette histoire de retraite que j'entends depuis 40 ans. Alors Mitterrand, on en parlait, on avait mis la retraite à 60 ans, on était tous très heureux d'entendre ça. On parle de 65 ans, mais moi je me suis rendu compte sur une chose sur le terrain, c'est qu'à peu près dans toutes les entreprises, à 50 ans, on vous met dehors. À 55 ans, je crois qu'il y a 2 tiers des gens qui sont dehors. Donc on n'est pas en retraite, mais on est au chômage. Donc finalement, c'est que le mot qui change. Et puis 62 ans, moi j'ai beaucoup d'amis femmes qui pourraient partir avec tous leurs droits, partent à 67. Moi je pense que si elles ont eu des enfants. On oublie encore une chose, c'est la pénibilité. Hein. Bien sûr. Et ça, on le prend rarement en compte quand même. Hein. Je pense que de toute façon, un seuil aussi brutalement affirmé n'a pas beaucoup de sens. On ne peut pas partir, dire 62, 63, 65, ça ne correspond pas à la réalité des Français en tout cas. Donc, moi j'ai beaucoup remarqué pendant 5 ans, à mon sens, hein, qu'il y avait un manque de pédagogie. On n'expliquait pas assez les choses. On disait ça va être blanc, et voilà, c'est blanc. Mais on n'expliquait pas comment. Moi je dis qu'en politique, il faut dire on veut aller à tel endroit, et voilà comment on va y arriver. Par quelle route on va passer? Ça pourrait être le rôle des médias de décortiquer les choses un peu plus parfois. Mais les médias, vous savez comment ça se passe, il faut qu'ils fassent de l'audience pour avoir de la pub. Et on a de la pub parce qu'on fait de l'audience. Mais pour expliquer, il faudrait peut-être aussi que quand on annonce une réforme, souvent pour la tester quand même, il faudrait aussi qu'on ait une idée de ce qu'on veut faire. Et je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas chez tout le monde d'ailleurs. On annonce une réforme, on voit comment les gens réagissent et après, il faut aller derrière le mur de l'annonce, parce qu'il y a des réalités concrètes qui ne correspondent pas à des annonces. Enfin, les retraites, c'est complexe, on ne peut pas dire poum, on va le faire à 65 ans. Pour revenir à ce que c'est d'être roi, entre l'idée d'écrire le livre et le moment où vous avez mis le mot fin, j'ai envie de vous dire, il s'est passé combien de temps? Ça met combien de temps pour écrire un tel livre? Je vais dire 5 ans, mais en fait, c'était beaucoup plus ramassé. J'avais envie d'écrire sur cette expérience, et puis j'avais plein d'autres projets, parce que après cette période de campagne, qui a été intéressante, amusante, un peu fatigante moralement, d'abord parce que je travaillais beaucoup, que ça prenait beaucoup de temps. On parle de celle de 2017. De 2017, bien sûr, oui, tout à fait. J'ai voulu écrire sur d'autres choses. Alors, j'ai toujours écrit sur beaucoup de sujets, mais là, j'ai trouvé un sujet très opposé, un sujet de gens qui sont proches d'une certaine vérité, c'est-à-dire le milieu tauromachique. Et donc, j'ai fait un certain nombre de livres sur des toreros, des matadors, de français, de la région d'Arles, de Béziers. Donc, je comprends mieux pourquoi vous êtes souvent dans le sud. Voilà, enfin, entre autres, mais c'est pas la seule raison, bien sûr. C'est une vraie culture là-bas. Ah oui, vraiment, et il y a une authenticité. On peut être contre, évidemment, la souffrance animale, et contre la nature finalement, mais c'est un milieu vraiment très authentique. C'est humain, il y a des problèmes entre les gens aussi, bien sûr. Très authentique, et je pense que on pourrait demander à chaque élu, peut-être avant de se mettre devant un taureau un quart d'heure, je pense que ça serait intéressant pour certains en tout cas, mais j'en connais de très authentiques, notamment localement, il y a une ou deux personnes que je trouve admirables. Et donc j'ai voulu faire ce livre en même temps, mais j'ai été pris par un certain nombre d'ouvrages sur Andy Younes, Thibaut Garcia, Carlos Olsina, qui sont des toreros français, malgré leur nom espagnol. Et donc j'avais pris quelques notes, mais je ne savais pas trop par quel bout l'attraper, ce livre, si j'ose dire, puisque faire un livre documentaire ou sur mon expérience, ça ne présentait pas un grand intérêt. Quoique, ça aurait peut-être été intéressant de parler du rôle de référent dont personne n'a jamais parlé. Ouais, un rôle un peu bâtard. Ça reste un peu dans la cuisine interne, j'avais envie de vous dire. Tout à fait. Mais c'est dommage qu'on n'aille pas voir dans la cuisine interne des partis pour voir à quel point ils sont peu démocratiques en général. C'est ce qu'on entend souvent. Et voilà, donc je réfléchis là-dessus, mais en le mettant de côté. J'ai pris quelques notes. Et puis, assez rapidement, j'ai voulu construire ça autrement, et je suis parti dans l'imaginaire, si j'ose dire, en construisant cette espèce de parodie assez drôle, qui vise juste à montrer quelques dérives. Enfin, si on ne le sait pas, on peut lire le livre sans le savoir. Et bon, ça se termine quand même dans la campagne, et par un démantèlement total du très vaste projet qui était essentiel et dont on a fini par ne plus parler. Mais il y a plein de très vastes projets essentiels qui disparaissent. La réforme des retraites, par exemple, elle a disparu dans sa forme initiale, et on avait beaucoup travaillé dessus pourtant. Et quel public vous visez avec ce livre? Vous savez, quand j'écris, alors je ne vise pas de public, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'écris pas en me disant ça. Est-ce que c'est des gens qui vont être passionnés par la politique, des gens qui vont être
peut-être chercher des choses sur ce qui se passe dans la politique locale, ou alors autre chose. Ouais, il y a un public, ou alors... Non, alors je vise pas spécialement le public local, Ouais. mais peut-être que du public local va l'acheter, va vouloir le lire. Il y a forcément des gens qui vont se poser des questions dans le milieu de la politique locale. Ah, peut-être, oui, oui, bien sûr, mais ben, il faut qu'ils le lisent, ils trouveront peut-être des réponses, mais je parle pas d'eux, en tout cas, voilà, je parle que des gens qui m'intéressent vraiment et qui me semblent être signifiants, quoi. Donc, il y a des gens dont je parle. Le livre, on peut le trouver dans toute la France? Ah oui, alors il est en train d'être distribué parce qu'il a J'ai fait vu récent, mais qu'il il doit est, être arrivé il est déjà partout. bien référencé sur Oui, Internet. il est en général sur Internet, ils sont très bien référencés. Alors, je sais pas dans quelle librairie il est arrivé ou pas, mais oui, oui, la distribution de cet éditeur a l'air assez efficace. Pas toujours le cas, bien sûr, mais Alors, c'est j'ai creusé un petit peu avant de vous recevoir. J'ai vu que vous écriviez sur beaucoup de sujets. oui. Quels sont les sujets qui j'imagine qu'il y a un classement. Quels sont les sujets que vous préférez écrire? Alors, je dirais que les sujets que j'aime écrire correspondent à mes centres d'intérêt. En fait, j'ai la manie d'écrire. Pour moi, c'est aussi une manière de comprendre le monde, si j'ose dire. C'est prétentieux dit comme ça, bien sûr, mais donc j'écris sur mes expériences et j'écris sur tout sujet qui m'intéresse. Je l'aborde par l'écriture. Et donc, alors j'ai écrit beaucoup de romans très noirs parce que j'ai été nourri, biberonné quand j'étais très jeune par le roman noir américain, un peu désespérant, William Irish, Patricia Highsmith. J'ai fait beaucoup de biographies, j'ai envie d'écrire sur les gens que j'admire. Les gens que j'admire, c'est en général des artistes, principalement, quelques grandes figures. J'ai écrit sur quelques hommes politiques ici, ou avec certains hommes politiques, J'ai vu ça. pour qui j'avais du respect, c'est Michel Thiollière, Michel Durafour, avant tout. Michel Thiollière, j'ai fait un livre sur une campagne de Maurice Vincent, j'ai fait un livre avec Régis Juanico après la campagne de 2017. Là, vous écrivez, là aussi, j'ai envie de vous dire, à quatre mains, ou alors c'est vous qui dirigez l'écriture Alors quand tout vous s'est écrivez tout s'est passé. Ouais. Avec Michel Thiollière, on était très en phase sur un plan personnel. Je ne l'avais jamais soutenu, mais j'avais une sympathie et je crois réciproque. Et donc on a écrit vraiment à quatre mains. On s'envoyait des morceaux on avait défini une trame générale, on s'envoyait des morceaux et je lui envoyais un texte, il y répondait, il me faisait des critiques éventuellement sur mon texte, mais pas tellement. C'est quelqu'un d'extrêmement ouvert intellectuellement et qui est d'une grande culture également. Avec Régis Juanico, ça a été un livre de questions-réponses. J'ai fait le journaliste en gros. Hein. On a défini ensemble les grandes idées. Il s'agissait de faire un livre sur tout, c'était son intention. Je pourrais vous en parler parce que Le métier de député. je l'ai lu. Ah d'accord. Alors, il parlait du métier de député. Ouais, tout à fait. Et Et en son gros, parcours. voilà, il défendait l'idée contraire à la réforme voulue par Macron qu'il ne fallait pas trop réduire le nombre de députés pour que les circonscriptions restent vivables. Parce que Régis Juanico, lui, les visite beaucoup. Pour d'autres, je pense qu'on peut doubler la circonscription, ça ne les fera pas travailler beaucoup plus. Mais c'était son idée. Et il y avait en projet une grande réforme institutionnelle qui n'a pas eu lieu, mais qui peut toujours se faire ultérieurement. Ben justement, ce qu'on en parle, on parle souvent trop de députés, le Sénat ne sert à rien, il y a même le Conseil économique et social. Quel serait, d'après vous, qui avez travaillé, j'imagine, sur ces questions, est-ce qu'on pourrait simplifier toutes ces strates comme le département, la région? Il y a tellement de choses que quand on parle aux gens en lambda, ils savent plus à qui ils ont affaire, à qui il faut s'adresser et à quoi ça sert, quoi. C'est une des raisons de la baisse du classement dans les démocraties de The Economist, le groupe de revues anglo-saxon. Ils ont rétrogradé la France un petit peu, ce qui fait qu'elle est passée des démocraties pleines aux démocraties imparfaites, comme la plupart des pays d'Europe, hein, l'Allemagne, etc. Je crois que démocratie et imparfait, c'est synonyme, non? Voilà. Mais il y a quand même le Canada, le Japon, les pays scandinaves, la Corée du Sud, qui sont dans les démocraties pleines. Et on a reculé l'année dernière pour deux raisons. Alors d'abord pour la gestion de la Covid qui a été dure, mais ça c'est bien sûr très conjoncturel. Enfin, on n'a pas choisi la voie des grandes démocraties, on a plutôt suivi le modèle chinois. Et pour l'inculture des Français quant à leur système électoral, etc. Et alors pour ma part, je pense que je serais plutôt partisan de redonner du pouvoir, parce que je pense que le problème du Parlement, on peut bien sûr discuter de la suppression du Sénat, essayer de faire des économies en ayant moins de députés. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment essentiel, mais pourquoi pas. Mais je pense surtout qu'il faudrait donner plus de pouvoir. Enfin, moi, je suis plutôt pour la suppression de l'élection présidentielle. C'est idéal, c'est impossible. Les Français y sont attachés, ça c'est comme la Tour Eiffel. Ben, de moins en moins, si vous voyez les non-inscrits et les abstentionnistes, il reste pas grand monde finalement. Oui, mais enfin, si on propose de la supprimer, et je pense que des systèmes comme l'Allemagne, où
le président, le responsable, ou la chancelière ou le chancelier pour l'Allemagne, puisqu'ils ont un président de la République, mais qui est purement symbolique, serait préférable. Mais je trouve que avec le quinquennat, le président et le Premier ministre font un peu double emploi et qu'il faudrait trouver une solution pour, sinon se débarrasser du Premier ministre, en tout cas. Voilà. Ouais, c'est un peu ce que je pensais. Donc, je pense qu'il faudrait renforcer. Depuis Sarkozy, on a presque plus le besoin de Parlement, Premier ministre. Quoi. Tout à fait, et supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Ça me semble une folie totale. On a des gens qui sont. Je trouve que les campagnes, c'est la leçon que j'en ai tirée. C'est toujours passionnant de discuter avec plusieurs personnes pour avoir des avis différents, justement. Ce qu'on appelle encore une fois la démocratie. Locale, oui, bien sûr. C'est mon expérience purement locale, mais je trouve que j'ai vu des militants et des militantes. C'est aussi un esprit que j'ai un peu du mal à avoir, mais j'en ai vu dans tous les partis, parce que j'ai été voir des meetings depuis très longtemps dans tous les partis, en me faisant tout petit pour certains. Les fan clubs. Ah, mais les fan clubs, vous pouvez dire n'importe quoi et le contraire, ils applaudissent quand même. Oui. Ou des personnes qui disent qu'il est beau. Enfin, c'est toujours un peu sur moi. C'est vraiment le fan club, c'est de l'érotisme pur. Ouais, aussi, peut-être. Il n'y a plus. On fait une confiance absolue, et je trouve que c'est un petit peu démesuré, que c'est pas digne d'une démocratie adulte. Je suis très attiré, moi, démocratiquement, pour leur culture en général aussi, par les pays du nord de l'Europe. Alors, ce sont des petits pays, c'est différent. J'ai moins de références. Ou la Suède, la Norvège, le Danemark, où le fonctionnement démocratique me semble plus sain. Enfin, ils ont sans doute des défauts également. On a beaucoup parlé justement de vote, là, d'abstention et de non-inscrits. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'abstention ? Est-ce que, comme moi, vous pensez qu'il faut rendre le vote obligatoire ? Je pense que ça peut être une solution. Je n'y suis pas spécialement favorable, parce que j'ai plutôt des velléités de liberté. Je trouve que l'abstention peut exprimer quelque chose, et en tout cas que les votes blancs expriment quelque chose d'autre. Ils ne sont jamais pris en compte. Là, je pense qu'il faudrait les prendre en compte d'une manière ou d'une autre, sans mettre en péril la démocratie pour autant. Mais je pense que quelqu'un qui se déplace, qui va mettre son bulletin dans l'urne au prix de l'essence actuelle, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Oui, mais si le vote blanc est majoritaire, on fait quoi ? On recommence ? Il faut trouver une solution adéquate. Mais je trouve que ça devrait être comptabilisé d'une certaine manière, effectivement. Moi, souvent, je me dis, mais pourquoi le vote n'est pas obligatoire ? Ça éviterait d'entendre toujours ces gens qui râlent et qui ne vont jamais voter. Je me dis, pourquoi on vote sur un jour ? On pourrait voter sur 3 jours aussi, puisque... On dit, tiens, il a fait beau, ils ont été à la pêche. Mais s'il y avait vendredi, samedi, dimanche, ils auraient peut-être pu trouver un moment. Il y a peut-être plein de solutions à ménager ou à essayer. Il y a la solution à l'anglaise, qui consiste à faire voter les gens dans la semaine, et à ce que leur employeur les libère pour 1 heure ou 2 heures pour qu'ils aillent voter. Ce qui donne plus d'efficacité que le week-end, où effectivement ceux qui sont modiquement motivés vont aller à la pêche ou partir. Il y a aussi des gens qui disaient cette semaine ou la semaine d'avant, je ne sais plus, qu'il faudrait qualifier les 3 premiers au second tour. C'est un peu saugrenu, ça aussi, je trouve, parce que... Ah, ça aurait été amusant. Ouais, ça nous aurait changé un peu, mais c'est pas le but, bien sûr. Oui, je pense qu'il faudrait vraiment en parler, en tout cas. Il n'y a pas de solution miracle, mais je pense qu'on est arrivé au bout d'un système. C'est ce qu'on sent tous, c'est qu'on arrive au bout d'un système. Puis l'élection au suffrage universel direct, c'est tellement trompeur. Bien sûr, chaque citoyen est libre de voter pour qui il veut, heureusement. Mais enfin, on voit bien que l'élection, au final, est choisie par les circonstances. Quand Jospin n'est pas au 2e tour en 2002, il lui suffit que Pasqua soit présent pour qu'il soit au 2e tour et probablement élu président de la République. Donc, les choix des partis politiques et des petits candidats, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce terme, mais font qu'on peut téléguider le résultat et que le citoyen ne choisit pas grand-chose, en fait. Pour revenir encore une fois au livre, est-ce qu'il y a des manifestations prévues ? Est-ce qu'il y a des dédicaces, des salons qui se préparent ? Alors oui, parce que je sais que beaucoup de gens qui écrivent des livres aiment être au contact justement de ce fameux public qu'on ne connaît pas. Alors, moi, je manque un peu de temps parce que j'ai une activité qui me prend beaucoup, donc j'en fais peu. Je vais en faire, mais je n'ai pas de date. J'ai une seule date à Saint-Étienne, mais qui n'est pas directement liée au livre, c'est que je fais une conférence sur la littérature européenne le 5 mai prochain, 18h30, médiathèque de Tarentaise, dans le cadre du mouvement européen. Très bien. On n'a pas des petites infos croustillantes qui sont révélées dans ce livre sur la politique locale ? Ah je pourrais vous en donner une prochaine fois, mais là, pour l'instant, non, mais c'est pas très croustillant, c'est plutôt ramolli, franchement. Et le fait d'avoir été le premier et d'avoir quitté assez vite ce mouvement, qu'est-ce qui vous a fait changer d'optique ? Vous avez été déçu par les gens, déçu par les idées, déçu par le système ? Ou alors vous étiez trop occupé à faire autre chose ? J'ai pas été déçu parce que j'avais accepté plus pour le goût de l'expérience. J'avais aucune velléité de faire de la politique, j'avais une image à peu près lucide, je pense.
J'avais déjà vu comment ça se passait, mais sans être dedans. Ce qui m'a surpris en étant pas grand-chose, parce que référence, on n'a pas de pouvoir. Puis si on m'avait proposé, si on était venu me chercher pour me proposer le poste, c'est qu'il y avait des coups à prendre, par définition. Non, ce qui est décevant peut-être, ou ce qui est surprenant, c'est quand des gens de votre propre camp, pensant que vous allez vous présenter et leur prendre leur place, deviennent absolument hostiles. Mais c'est la vie politique naturelle. Alors, j'ai été, alors non pas déçu, mais j'ai failli démissionner avant parce que tout d'abord l'idée de la co-construction, c'était très joli, mais c'était quand même une sorte de pyramide de synthèse, dont on n'a pas bien vu le résultat. Mais on reparle de co-construction maintenant, on y revient. On y reviendra tous les 5 ans sans doute. Donc ça me semblait un petit peu surfait, c'est un petit peu un mensonge. Sur le plan local, j'ai peut-être pas été enfin voilà, le parti, le mouvement en tout cas dans sa construction était, voilà, on a vu arriver peu à peu des gens, donc ça a créé beaucoup de concurrence interne. On a vu les résultats d'ailleurs après les élections législatives, ça s'est un petit peu délité, et on a retrouvé en interne d'ailleurs la gauche et la droite d'une certaine manière, les vieilles tendances qui étaient censées être terminées. On a voulu faire du neuf en remettant quand même des gens qui étaient des 2 grands partis qui avaient échoué préalablement. Donc c'est difficile de faire du neuf avec du vieux et de faire du succès avec des gens qui avaient échoué. Je me suis toujours posé une question, moi, en lisant les infos et en voyant les réseaux. J'ai vu des gens sur des sujets locaux qui se tapaient dessus en étant un au PS, l'autre en étant chez les Républicains. Et aujourd'hui, qui sont en marche, ils sont d'accord sur tout. C'est très drôle. Tous nos politiques sont en marche, ceux qui ne sont pas vont y arriver tôt ou tard. Ça fait longtemps qu'ils y pensaient, j'imagine. Mais oui, ça m'a amusé de retrouver tous les gens que j'avais soutenus, qui étaient plutôt socialistes, En Marche. Surtout ceux qui, 3 mois avant, critiquaient, on peut évoluer, mais qui critiquaient complètement Macron, et qui s'y sont retrouvés. Heureusement que c'était Macron, et que ce n'était pas d'autres candidates. Sinon, on aurait risqué de les retrouver quand même. Et puis après, la droite qui est revenue. Finalement, tout le monde est d'accord. Ça me semble un peu une dilution de la pensée, y compris chez des gens pour qui j'ai du respect et qui sont capables de penser. Et je pense que ça aussi, c'est dangereux, cette espèce d'immense parti unique qui fait que les seules alternances sont les extrêmes. Je pense que ça peut être un peu inquiétant. Au début, c'était drôle, mais... C'est ce qu'on a recréé, un gros centre, et puis 2 extrêmes, une à gauche, une à droite. Ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas beaucoup d'idées quand même qui émergent. Je trouve que ça manque d'idées, ça manquait d'idées dans les grands partis de gouvernement depuis, je sais pas, 30 ans à peu près. Enfin, on avait quelques petites réformes qui sortaient. Et c'est sans doute la manière de l'époque de gouverner, c'est trouver des idées qu'on annonce. On fait des grandes annonces de projets de loi qui ne sont pas votés. On vote des projets de loi qui sont presque jamais appliqués, il faut être clair quand même. Enfin, on dit beaucoup qu'on vote trop de lois. Quand on ne peut pas en appliquer une seule, c'est toujours trop, je pense. Ouais. Et je pense, si on regarde sur le viol, par exemple, depuis une vingtaine d'années, mais on a eu, je sais plus, j'ai pas le nombre exact, mais enfin, on vote pratiquement chaque année une nouvelle loi. L'empêcher ou lutter contre, ce qu'on fait également, bien sûr, c'est plus utile quand même que de voter en permanence des lois, même s'il y a des choses à réactualiser. Enfin. Mais c'est le principe de l'annonce, on fait ça depuis longtemps. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la politique, c'est la vie, et la vie, c'est compliqué. Et la vie, c'est compliqué, sans doute, mais je pense c'est important de faire l'effort de la simplifier. En étant référent en 2017 d'En Marche et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre vous, votre premier poste de référent, et le référent d'aujourd'hui, c'est totalement différent ou alors c'est à peu près le même rôle? Je suppose que c'est différent, mais je sais pas. Vous n'avez pas toutes les infos, ouais. Mais je suppose que c'est différent, en tout cas ça l'est parce que on était dans une campagne, que j'ai eu à gérer une campagne. J'avais aussi plein de gens qui m'aidaient autour de moi, mais j'ai eu à gérer une campagne. Moi, j'étais complètement nouveau en politique. Parce que vous avez géré la présidentielle et les législatives. Présidentielle, législative et sénatoriale, j'étais sorti. Parce que j'avais vu que tout ce qui m'était raconté, c'était pas très clair, quoi, et ça se passait pas comme annoncé, jamais. Et donc, oui, j'ai géré juste la présidentielle. Mais il y avait plusieurs niveaux de gestion. On avait aussi les politiques qui géraient, il n'y avait pas de communication entre tout ça. Donc il y avait le monde de l'illusion et le monde de la réalité dont on parlait pas. Vous avez compris, vous, à votre niveau, pourquoi le En Marche ne fonctionne pas dans les élections locales? Ou très peu? Parce que c'est pas, je trouve, à part pendant la campagne, c'est peu un parti de militants. Alors dans les campagnes présidentielles, il y a des militants qui se réveillent, si j'ose dire, qu'on ressollicite. Moi, on m'a ressollicité avant la campagne, alors que j'avais démissionné de manière simple et claire, sans Qui vous a sollicité?
Le parti, je sais pas, enfin des stagiaires sans doute, comme d'habitude. Des stagiaires. Oui, parce qu'on était géré Des stagiaires bénévoles. par des stagiaires bénévoles. J'ai été sollicité par le parti, on a sollicité tous les anciens référents, apparemment. J'ai reçu 2-3 mails me demandant si je souhaitais reparticiper à la campagne. Non, je l'avais fait une fois sur des idées avec lesquelles j'étais globalement en accord. Les idées ayant changé, moi, assez peu, je ne pouvais pas reparticiper. Puis quand je suis parti d'un endroit, j'y reviens pas trop, quoi. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient repartis d'ailleurs. Mais il y a des moments où on a besoin des militants, puis après, les gens qui ont milité avec sincérité sont toujours gênants, mais je pense que c'est dans tous les partis, il faut vite s'en débarrasser, sinon ils ont le souvenir des promesses qu'on a pu leur faire. Votre livre, encore une fois, c'est ce que c'est d'être roi. C'est pas facile à prononcer. Non. On va finir sur Saint-Étienne. Je vais faire de l'humour encore une fois et peut-être que j'aurai des coups de téléphone, mais j'en ai de moins en moins. On a déjà un roi à Saint-Étienne. Est-ce que vous avez compris, on fait un retour en arrière, pourquoi on avait nommé En Marche Patrick Révélli, qui n'avait jamais vraiment fait de politique pour la mairie de Saint-Étienne, puisque tout le monde était enthousiaste au départ et tout le monde dit aujourd'hui que c'était une erreur de casting. Alors, je ne sais pas vraiment, j'ai pas d'informations précises là-dessus, effectivement. Vous étiez déjà parti. Est-ce que j'étais déjà parti? Vous étiez plus en marche? Non, j'y étais plus, oui, c'est ça, j'étais plus du tout en marche. Mais pourquoi? Non, mais je pense que les choix sont souvent faits sur des principes moins de... Bon, j'ai pas de critique à faire à M. Révélli, qui est d'ailleurs un type plutôt sympa. Très sympathique. Hein, mais je crois que ce sont des choix faits pour... On confond la politique et l'image. La politique, c'est de la communication. On peut parler de communication politique, c'est de faire un pléonasme, mais heureusement, c'est normal. Mais la communication, c'est pas l'image. Et quand l'image prévaut sur la politique, ben on a des candidats ou des élus qui passent leur temps à passer dans les médias, ce qui est toujours utile pour s'expliquer, mais quand c'est juste pour faire de l'image, ça me semble assez pauvre. Et beaucoup ne font que ça, enfin certains ne font que ça, mais j'en connais plein d'autres. À Arles, ils ont un maire qui est un type fabuleux, qui est un homme de communication. Patrick de Kerolis, qui est en train de faire bouger la ville très positivement, grand maire, alors qu'il n'était pas dans la politique, il était danseur au départ, puis journaliste. Et ici, on a des gens qui font un travail absolument remarquable sur le terrain, comme le député Joannico, par exemple. Il y a des tas de gens qui œuvrent et qui ne pensent pas à faire que de l'image, mais enfin, l'image, c'est par définition creux, et je crois que c'est surtout le problème. Il s'agit de présenter, mais quand on constitue un gouvernement, c'est souvent le cas, je ne veux pas préjuger du prochain, mais on peut aller chercher des personnes qui sont passées à la télé, qui étaient clowns ou qui étaient je ne sais quoi encore. C'est tout le problème de... Vous parlez de communication, j'ai vu que vous donniez des cours aussi de communication, je vais peut-être vous en demander quelques-uns. J'ai l'impression en politique, moi j'en ai côtoyé quand même pas mal ces 10 dernières années, il y a des hommes politiques qui sont des hommes de dossier et qui travaillent très bien, mais qui sont très mauvais en communication. Et vous avez des gens qui sont pas très travailleurs, on va dire, entre guillemets, mais qui savent dire le petit mot, qui savent avoir le sourire quand il faut, et qui passent mieux en communication. C'est les deux paradoxes. Et j'ai l'impression qu'en politique, on reconnaît finalement moins le travailleur que l'image. La preuve, on vote souvent pour une image. Pourquoi beaucoup de gens ont voté pour Macron? Parce qu'il était jeune, beau, séduisant, voilà. Et qui a lu vraiment les programmes? Ah ben, pas grand monde, parce que moi je me suis amusé à poser des questions du style, citez-moi 2 réformes de votre candidat, à des gens de tous les partis en 2017 que j'ai rencontrés, à des militants de tous les partis, tous. Personne n'a su me répondre, ni même chez nous. Non, mais c'est... Et je suis le premier, je ne les lis pas non plus. Et moi j'avais bossé beaucoup le programme, parce que notamment il y avait des aspects que je maîtrisais bien, d'autres qu'il a fallu que je travaille, sur lesquels j'étais moins naturellement à l'aise ou talentueux, comme la ruralité que je connaissais peu. J'ai jamais eu la moindre question dans aucun média sur le programme. Alors que j'ai été interviewé dans beaucoup de médias locaux qui étaient avec beaucoup d'intelligence, mais pas sur le programme. Mais les médias sont essentiels. Enfin, un homme politique, c'est avant tout quelqu'un qui passe dans les médias, sinon il n'existe pas. Pour transmettre son message. Voilà. Et en France, il y a beaucoup de collusion, au niveau parisien bien sûr, entre le journalisme, ce qui frappe toujours les Américains qui arrivent, qui sont imparfaits dans leur démocratie aussi, mais qui, dans leurs relations politiques-médias, elles sont un peu plus sains, je pense. Il y a beaucoup de collusion conjugale entre le monde médiatique et le monde politique. C'est pas nouveau, et ça frappe beaucoup les politiques ou les gens des médias américains, anglais ou allemands qui viennent chez nous. Mais vous savez, c'est quand même difficile d'être critique envers un élu qui vous donne une subvention quand on parle de médias locaux. Mais bien sûr. C'est même... On a vu d'ailleurs dans un autre domaine à quel point Carlos Ghosn, qui était sans doute un très grand patron,
a été très fortement défendu par tous les journalistes sur les plateaux TV en disant que le Japon était forcément, j'y vis une partie de l'année, était forcément un pays totalitaire, alors que c'est une démocratie plus pleine, selon The Economist, comme je disais tout à l'heure, que la France. Et dénoncer les conditions déplorables des prisons japonaises. Ils n'avaient pas dû visiter les françaises. Mais bon, ils vivaient quand même. Renault avait été, pendant la période Ghosn, le premier annonceur français. C'est tout le problème des médias aujourd'hui. Si vous êtes associatif, vous dépendez de subventions des politiques. Si vous êtes un média indépendant et qui vit de la publicité, il n'a pas intérêt à dire du mal d'Orange ou d'autres choses, sinon il n'aura plus les budgets. Et les médias vraiment libres, les journalistes vraiment libres dans des médias vraiment libres sont capables de critiquer le possesseur des médias. Et quand on est indépendant, toutes les portes, toutes les fenêtres sont fermées. Il faut rentrer par la porte de derrière et c'est compliqué. C'est clair. En tout cas, Christian Soleil, merci beaucoup de vous être déplacé. Merci à vous. On rappelle donc que ce livre, il est tout frais, tout nouveau, tout beau. Ce que c'est d'être roi. Parce que c'est notre projet, c'est une phrase qui a été souvent citée et qui me fait sourire. On peut donc le retrouver partout, dans toute la France. Oui. On le commande sur les sites internet, on va chez les libraires, on va partout. Amazon, tout ce qu'on veut. J'ai bien compris que vous êtes très occupé, donc on vous voit peu sur les salons, mais vous avez envie d'en faire. Oui, je vais en faire quelques-uns d'ici l'été, là, ouais. Deux ou trois. Est-ce que vous êtes sollicité aussi pour vos livres dans le Sud? Ah oui, beaucoup plus, parce que récemment, j'en ai beaucoup écrit dans le Sud. J'en ai fait sur le Japon, beaucoup. Mais là, je ne peux pas y aller pour l'instant. J'y retournerai dès que ça se rouvrira. J'ai fait une série de livres sur des jazzmen japonais. D'accord. Ouais, donc, je suis très amateur de jazz. Et alors je connaissais déjà le jazz japonais, mais pendant la Covid, j'ai découvert, parce qu'il n'y avait plus que ça à faire, beaucoup de jazzmen japonais sur qui j'ai fait des petits bouquins alors sur leur musique et de présentation biographique. Enfin, ils sont très jeunes en général, donc voilà. Et dans le Sud, j'ai fait beaucoup de livres et j'y passe mes week-ends. Enfin, pas tous, mais j'ai une maison du côté de Cavaillon. Et je passe beaucoup de temps à Arles, qui est une ville absolument fascinante. Je prépare un livre sur Arles, d'ailleurs. Et donc oui, là-bas, j'ai fait beaucoup de manifestations en partenariat, enfin des dédicaces pendant des férias à Arles avec Andy Younes, le plus grand torero de sa génération. Oui, donc dernièrement, j'ai fait plus de choses. Puis on est toujours plus sollicité, je pense, dans les endroits où on n'est pas un auteur local, ce qui est un concept très local d'ailleurs. Je ne sais pas si Jean d'Ormesson était un auteur municipal de Neuilly-sur-Seine, mais je ne crois pas qu'on puisse attacher un auteur, ni même à l'Europe, ça n'a pas de sens. Peut-être qu'aussi, quand on parle d'auteurs locaux, ils parlent de leur région aussi dans leurs livres. Non. Moi, j'ai été classé dans certaines fêtes du livre en auteur local, juste du fait de mon adresse qui est stéphanoise. Ah, d'accord. C'est un concept particulier, mais bon. Et donc, le problème est réglé, puisque je ne peux plus aller à la fête du livre, mais globalement, j'ai plus de demandes actuellement. Je fais aussi pas mal de conférences autour des sujets de mes livres. Donc sur la littérature européenne prochainement à Saint-Étienne. Mais dans le Sud, j'en fais beaucoup aussi sur le Japon. J'en ai fait sur la tauromachie, avec une vision de quelqu'un d'extérieur, parce que je ne suis pas éleveur de taureau, ni torero, ni picador, évidemment. Et je ne pourrais pas, je pense. Donc j'en ai fait sur ces sujets aussi. Donc j'ai été dernièrement plus sollicité de ce côté-là. Pour terminer, j'ai deux petites questions techniques. Oui. Est-ce que vous écrivez avec un papier et un stylo, ou vous écrivez directement sur ordinateur? Alors les deux. Quand j'écris beaucoup en déplacement, en voyage. Même si j'ai moins voyagé là, et je vais très vite à l'ordinateur, mais il y a des parties que je vais écrire à l'ordinateur parce qu'elles sont très préparées, et puis des parties particulièrement personnelles, sensibles, où je vais avant griffonner sur une feuille, raturer, parce que sur un ordinateur on ne peut pas vraiment raturer. On peut effacer, c'est pas la même chose. Les beaux manuscrits sont ceux où il y a plein de ratures et plein de différents niveaux. D'annotation. Ouais, donc je suis assez papier, mais très vite ordinateur, parce que ça permet de donner un aspect définitif. On écrit différemment avec l'ordinateur. Tout a l'air bien. C'est une autre réflexion dans la tête pour écrire? Moi j'ai besoin souvent du papier, mais momentané, je vais vite taper ensuite. Mais oui, parce que sur l'ordinateur, tout est net et tracé, alors que la pensée, elle est mouvante et un peu anarchique. Et la dernière question technique, c'est vous écrivez tous les jours, et combien de temps vous y passez par jour d'écriture? 10 minutes, une heure? J'écris presque tous les jours, je me lève à 3h du matin, tout le temps, même en vacances. Et en général, j'écris le matin, parfois je lis dans la semaine si je suis vraiment fatigué. J'ai beaucoup de déplacements.
Mais oui, quand je suis en vacances, j'écris de 3h à 10h du matin pratiquement tous les jours. Et puis je réécris le soir, enfin selon ce que j'ai fait dans la journée, avec qui, quoi. Mais, euh, mais oui, pratiquement tous les jours, en tout cas toutes les semaines. Et ça me manque vraiment. Si j'ai pas écrit, j'ai l'impression de ne pas avoir accompli une sorte de devoir, sans doute stupide, mais c'est ainsi depuis l'enfance. Question subsidiaire pour terminer. Est-ce qu'il y a un personnage dans la région que vous auriez aimé rencontrer et faire un livre? À n'importe quelle époque, n'importe quel sujet, n'importe quel monde. Alors le personnage sur lequel j'avais envie d'écrire quand j'étais adolescent, je l'ai fait quand j'étais encore assez jeune. C'était un homme politique. Moi j'admire beaucoup les hommes politiques et les femmes politiques qui avaient aussi un autre intérêt, parce que je trouve que la politique seule c'est un peu pauvre. Et donc il y avait une activité artistique ou d'écriture. Et c'était Michel Durafour. Je l'ai rencontré, j'ai fait plein de livres sur lui, avec lui. Enfin plein de livres, oui, il faut en faire 1, 2, 3, 4, 5. Et c'était vraiment le personnage qui m'intéressait dans la Loire, dans les contemporains, enfin, avec une différence bien sûr de génération avec moi. Sinon, non, j'aurais aimé écrire sur des grands hommes politiques étrangers, bizarrement, mais déjà d'une époque d'après-guerre. Willy Brandt, je trouve que cet homme Chancelier admirable. allemand. Chancelier allemand, Olof Palme, en Suède. Il y a une série qui a expliqué un peu son assassinat, mais j'ai toujours pas compris qui c'est qui l'avait assassiné. Ça semble pas très clair. Et mais localement, j'ai pas enfin spontanément comme ça, j'ai pas de personnage que j'aurais rêvé rencontrer. Peut-être Jean d'Asté, sans doute, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais j'étais beaucoup trop jeune pour écrire sur lui, et c'est maintenant un petit peu tard. Christian Soleil, merci. Merci à vous, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Et puis, bon lancement du livre. Et puis, Merci. j'espère qu'on se recroisera dans une de vos dédicaces. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.